Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Punch Time, votre talk show entièrement dédié au MMA. Aujourd'hui, nous allons faire la part belle au FFA Challenge. C'est l'événement phare de ce mois de juillet. Et justement, pour en parler avec nous, Mathieu Nicourt, l'organisateur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie. Également les figures de proue de cette soirée avec Wilson Varela et Nora Cornol avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien et toi? En weight cutting en ce moment? Non? Ouais, non, ça va, il manque très peu de poids, donc ça va, on est bon. Très bien. Et il a roulé sa bosse dans de nombreuses organisations internationales. Eh bien, c'est tout simplement Michael Lebou que vous aviez l'habitude de voir sur Fight Nation. Bonjour Michael. Salut, ça va? Très bien. Alors aujourd'hui, donc on va parler du FFA Challenge, qui est un événement qui va faire la part belle au striking. Donc on a pas mal de combattants de pied-point, de grands champions. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, Mathieu? Est-ce que c'était volontaire de votre part? Ouais, bien. Alors en fait, quand je commence une carte en général, j'ai une première idée en tête, et puis il se trouve que il y a des opportunités qui se présentent. Ce qui s'est présenté, c'est que on m'a proposé, beaucoup d'équipes de management m'ont proposé des combattants qui avaient déjà une grande expérience, un gros palmarès en kickboxing ou en muay thai. Et donc on s'est dit qu'on allait du coup compléter ça et centrer la carte sur ces combattants-là. Donc c'est le thème de ce FFA Challenge-là. On a une bonne partie de la carte qui est composée de champions de pied-point, de kickboxing, de K1, de muay thai, qui font leur début en MMA dans les règles du MMA. Donc en fait, si je comprends bien, sur le papier, on a une grosse carte pied-point, avec des grands noms de pied-point, mais des petits palmarès en MMA. Est-ce que ça va être accueilli par le grand public, ou en tout cas par le public spécialisé, d'un bon oeil, à votre avis? Alors c'est le pari qu'on fait. Moi j'aime bien cette idée-là en tout cas. Bon, j'ai connu les débuts du MMA il y a 25 ans, et on se rappelle que cette époque-là, le MMA, cette appellation d'ailleurs n'existait pas encore. Les premiers combats libres, c'était des rencontres d'une discipline avec une autre discipline. Alors bien sûr maintenant tous les combattants sont entraînés dans tous les secteurs du combat, mais on a encore, on l'a vu à l'UFC, dans d'autres grandes organisations, des champions issus d'autres disciplines qui se convertissent en MMA et qui réussissent la transition. Et je pense que le public adore ça, puisque c'est ce qui permet d'assister à des oppositions de style. Et je crois que c'est ça la caractéristique du MMA, c'est quand deux combattants avec des points forts différents cherchent chacun à imposer leur point fort à l'autre. Et là, on va pouvoir voir si un grand champion de boxe thaïlandaise, un grand champion de kickboxing arrive à imposer son style dans des règles encore beaucoup plus libres. Alors justement, c'est un petit peu biaisé au niveau du matchmaking parce qu'on a des faux débutants quelque part. Est-ce que c'est difficile de trouver des adversaires pour des profils types comme ça? Parce que Nora, c'est quand même une grande championne. Wilson, c'est pareil. Ils ont battu les meilleurs sur leur circuit. J'imagine qu'une fille ou un garçon qui débuterait en MMA, qui a 0 pointé, on aurait du mal à le faire combattre contre des pointures. Alors, c'est en fait exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut... on est confronté à deux problématiques. La première, c'est qu'on a une réglementation très stricte de la FMMAF en France, qui gère le MMA en France, qui a formalisé des différents niveaux parmi les combattants selon leur nombre de combats. Ils appartiennent ainsi à des élites, à un classement franco-français qui fait que on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, et que par exemple je peux pas faire combattre quelqu'un qui a moins de 5 combats pro avec quelqu'un qui en a plus, il va falloir trouver par exemple pour une personne comme Wilson Varela, qui a effectivement moins de 5 combats en MMA mais qui a beaucoup de combats en pied-point, beaucoup de grosses victoires, trouver un adversaire qui soit prêt à l'affronter avec un palmarès de moins de 5 combats. Et donc effectivement, c'est un problème auquel il a fallu faire face. Heureusement, on a trouvé des volontaires. Pour Wilson, on a trouvé quelqu'un qui était prêt à relever le challenge comme Memri Crouillet. On a eu d'autres cas de figure, comme pour avec Nora, qui fait son premier combat en MMA, mais qui est déjà très titrée en boxe thaï. Et là, c'est une autre combattante également issue du pied-point, également très titrée en pied-point, qui a déjà un combat de MMA, mais qui l'affrontera. Donc là, ce sera pas une opposition de style, mais un duel de strikeuses, mais qui vont évoluer dans une nouvelle ère de combat avec les règles du MMA auxquelles elles sont moins habituées. Donc c'est celles qui se
c'est celle qui s'adaptera le mieux à ces nouvelles règles qui l'emportera. Alors justement, au niveau du matchmaking, il y a plusieurs oppositions de ce style-là. Est-ce qu'on ne craint pas justement d'avoir une formule cage Muay Thai? Question ouverte. Ouais, après c'est compliqué de savoir parce qu'en réalité le MMA c'est surtout la possibilité d'aller quand on est dépassé dans un domaine, c'est-à-dire le pied-point, c'est aussi cette capacité de se dire bon je vais aller lutter, je vais aller coller, je vais essayer d'aller au sol, et même si c'est pas notre domaine de prédilection, face à une combattante qui impose son style de manière plus efficace ou qui a un style particulier qui perturbe pied-point, ça pourra, alors je sais pas la configuration du combat, mais à un moment donné dans le combat, on pourra se dire écoute, je vais amener le combat au sol parce que j'y vois une issue plus favorable que si je restais debout, et du coup en fait ça ouvre le champ, donc oui et non. Oui, on va avoir au départ certainement deux combattantes qui au départ du combat vont vraiment avoir envie de s'affronter en pied-point pour voir laquelle des deux arrive, j'imagine, à poser son style, mais très vite quand l'une va être dépassée, si elle est intelligente, tactiquement, elle va adapter et du coup, ça va ouvrir et c'est là qu'on voit en fait la beauté de ce sport, c'est que ça devient une partie d'échec ensuite. Et Nora, quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi rassurant de se dire qu'on va avoir un profil comme le sien et que quoi qu'il arrive, peut-être que cette fille-là ne va pas tenter d'aller au sol, contrairement à si on avait peut-être une championne du monde de jiu-jitsu? Alors, tu peux décider d'aller au sol. Ouais, non, bien sûr. Après, c'est vrai qu'on va se dire que c'est cool dans l'idée qu'elle vienne du Muay Thai comme moi, parce que du coup, je sais à peu près à quoi m'attendre debout, qu'elle a un niveau peut-être égal, mais comme il le disait Mickaël, effectivement, et c'est ce à quoi on a beaucoup réfléchi avec Mathieu, c'est que pour moi, c'était hyper important de, bien sûr, travailler les défenses de takedown, la lutte, le sol, pour justement, effectivement, si le niveau est un peu trop égal ou si la différence a du mal à se faire sentir ou voir par les juges, voilà, on est en MMA, donc c'est amener au sol pour prendre l'avantage, c'est aller au-dessus et c'est travailler, se relever et y retourner. Après, si elle était venue du JB, la stratégie aurait été différente. Je serais peut-être restée plus debout et je me serais peut-être pas amusée à aller au sol avec une ceinture violette marron, tu vois. Mais donc là, on peut partir explorer d'autres horizons. Plus sereinement, c'est ça? Ouais, je pense que ce qui est bien du coup finalement dans ce matchmaking, c'est que du coup je vais pouvoir tenter ce que j'ai vu tous les derniers mois à l'entraînement et justement expérimenter et voir si c'est quelque chose qui devient naturel pour moi en fait. On a hâte de voir ça en tout cas. Wilson, ça faisait un bout de temps qu'on ne t'avait pas vu dans la cage, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai disparu un peu dû au Covid un peu déjà. Le Covid a fait disparaître tout le monde. Justement, mais bon, après il y en a qui ont combattu, j'ai eu plusieurs propositions à l'étranger, sauf que ça n'a pas abouti, donc c'est très dommage. Donc ce n'était pas une volonté de prioriser sur le pied-point, non. Non, pas du tout en fait. Pour ceux qui ne savent pas, le but ultime en fait c'était de faire du MMA. J'ai commencé par du pancrace avant de faire du kickboxing même, donc c'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai toujours voulu quoi. Donc tu avais fait du pied-point à la base pour te perfectionner en striking? Mais ton but c'était de faire du MMA? Oui, voilà. Dès que je suis rentré dans un dojo, c'était faire du MMA et rien d'autre. Sauf qu'avec le temps, en fait, le pied-point m'a vraiment s'est accaparé de moi-même et du coup, je suis resté parce qu'en fait, il y avait vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc je suis resté, mais en fait, à cause du Covid, je me suis dit, en fait, c'est le bon moment de passer de l'autre côté, passer du côté obscur. Voilà. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les cartes et le matchmaking. Et en fait, là, j'ai l'impression que parce que la FFB, on voit, donc la fédération tutrice du MMA, impose beaucoup de réglementations vis-à-vis du matchmaking avec les élites 1, élite 2, élite 3, le nombre de combats, le nombre de pas combats, le nombre d'inactivités. Là, on voit qu'avec le Covid, en plus, il y a beaucoup de combattants qui n'ont pas combattu durant ces 24 mois. Donc du coup, ils rebasculent dans Elite 2. On a vu un main event sauter sur une carte française il n'y a pas si longtemps. Est-ce que c'est pas plus dangereux de mettre un adversaire qui rentre dans la case de Elite 3 pour toi, au final, que de mettre peut-être un adversaire plus expérimenté, type Elite 2, qui aurait une expérience MMA en fait? Et c'est là qu'on voit qu'à un moment donné, les règles, quand on les applique de manière assez bête et mécanique, au final, on dit que ces règles-là sont faites à la base pour protéger le combattant et on s'aperçoit que face à quelqu'un qui est très expérimenté en pied-point, etc., si on lui met vraiment un amateur qui remplit les conditions Elite 3, au final, c'est presque plus dangereux que d'avoir mis un Elite 2. Je sais pas ce que tu en penses, un regard là-dessus? En fait, moi, alors, tu prêches un convaincu pour l'histoire. On a dû repousser un petit peu la date de notre événement parce que je voyais justement
j'ai plusieurs combats sur ma carte qui, moi, me semblaient être équilibrés, qui me semblaient être intéressants pour le public, mais qui ne cadraient pas avec le règlement de la Fédération française pour justement cette question de Élite 2, Élite 3 en fonction du nombre de combats. Et on a dû repousser parce que j'étais en tractation justement avec la fédération, puisqu'il y a quand même des exceptions qui sont prévues dans le règlement, et je demandais justement à ce qu'il y ait des exceptions. Il y a des exceptions prévues alors. Et donc il y a eu... Parce que le problème c'est ça, c'est comme on gère au niveau national, si on fait une dérogation sur des cas individuels, j'imagine que la fédération ne s'en sort plus aussi. C'est ça, et donc c'est ce que m'a répondu la fédération. Si on fait des exceptions, ça veut dire qu'on en fait tout le temps, ça veut dire que les règles ne s'appliquent plus. Et c'est l'éternel problème. Là, on en revient à un cas comme celui de Wilson. Oui, il a moins de 5 combats en MMA, mais combien de dizaines de combats il a en boxe pied-point? Alors après, permettez-moi, j'ai l'impression que le MMA, ça reste quand même un sport très différent du pied-point. Alors, il y a des similitudes, il y a des points de convergence, mais enfin, c'est pas tout à fait le même sport. Il y a quand même beaucoup de choses à réapprendre. Combien de temps il faut pour faire un vrai combattant de MMA? Alors certes, on ne part pas de nulle part, mais on peut aussi avoir les défauts de cette discipline. Après, moi, il y a des choses dans la réglementation de la FMAF que je trouve très bien. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas quelqu'un venir dans une discipline, par exemple. Quelqu'un qui viendrait des sports de préhension, bon, ils exigent de prouver qu'il sait se défendre par rapport aux bases, en fait, il a les bases de boxe pour réussir à se protéger des coups. Moi, je trouve ça très bien sur le principe. Après, effectivement, comme je le dis, bon, la fédération, elle est jeune. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Il y avait une pression aussi, puisque c'est le début du sport en France. Il fallait montrer patte blanche. Il y avait beaucoup de détracteurs, donc ils prennent des précautions et c'est normal. Après, je pense qu'avec l'expérience des premiers événements, il faut pouvoir aussi tenir compte des retours d'expérience du terrain et refaire des adaptations. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses à remanier maintenant sur cette réglementation française et que sur la base de cette première année, des quelques événements qu'il y a eu, peut-être qu'il y a des choses à... voilà. En tout cas, tenir compte des remontées du terrain pour peut-être faire avancer cette réglementation. Oui. Alors justement, Nora, Wilson, est-ce que vous avez l'intention de continuer vos carrières respectives en pied-point ou est-ce que vous allez vous dédier totalement au MMA? Est-ce qu'on joue sur 2 tableaux ou est-ce qu'on met tous les œufs dans le même panier? On est refait. Vas-y. Du coup, moi, je compte poursuivre en Muay Thai et Mathieu, il le sait et c'est quelque chose qui valide pour le moment parce qu'on est d'accord sur le fait que tant que le MMA c'est pas véritablement lancé, que les propositions elles se bousculent pas et compagnie, pour moi c'est important de garder du ring et puis j'adore mon sport aussi qui est quand même initialement le Muay Thai, donc ouais, c'est continuer dans un premier temps et puis quand les échéances se rapprocheront en MMA, peut-être peu à peu laisser le Muay Thai de côté pour se focus vraiment sur le MMA. Et vous, Wilson? J'aimerais bien faire tout. En fait, tous les sports. Mais est-ce possible pour un seul homme? Justement, par exemple, je fais de l'anglaise, j'ai un entraîneur d'anglaise, pure anglaise, Kaiser. Mais tout ça au bénéfice du MMA. Ah oui, bien sûr. En fait, le MMA, c'est un sport complet. D'accord. Donc, si on faire de la lutte, boxe anglaise et pied-point, pratiquement, on peut pratiquer du MMA. Certes. Non, bien sûr. Mais alors après, la boxe anglaise va être adaptable. Bien sûr, oui. Au MMA, la lutte, il y a des choses à adapter. Justement, j'adapte avec mon entraîneur de MMA. Justement, il me dit certains coups ne peuvent pas. Ce qu'il faut laisser. Justement. Et en fait, avec le temps, je me suis dit pourquoi pas. J'aimerais bien continuer quand même à faire du pied-point et même de la boxe anglaise. Parce que le vrai risque, c'est les blessures. Oui, c'est ça surtout en réalité. C'est pas tant de faire de la compétition, surtout parce que si tu as la condition physique et les capacités techniques de faire, tu peux faire. Mais le problème en multipliant les combats, il y a quand même à un moment donné une part de risque de blessure qui est trop importante à l'approche d'un combat de MMA. En général, quand même, j'ai rarement vu plus de 4 combats de MMA pro par an par combattant. Et c'est déjà un très bon rythme, 4 combats. Ouais, c'est ça. Justement, après, il faut choisir correctement ses combats. Après, il ne faut pas prendre des tueurs à gages, comme on dit, sachant que son niveau il est inférieur à son adversaire. Pardon. Et moi, je pense que il faut aller doucement. En pied-point, je peux aller doucement quand même. On m'a pas fait de cadeau, mais c'est pas grave. J'ai réussi quand même à faire le taf, comme on dit.
Et là, je vais faire le taf aussi samedi. Et puis, on va continuer à travailler correctement, comme toujours. Michael, est-ce que vous connaissez d'autres gros champions de pied-point qui ont percé un petit peu en MMA? Là, celui qui me vient à l'esprit, c'est Cyril Gane, qui est en train de tout casser. Ouais. C'est pareil, Cyril Gane, il a signé à l'UFC avec 3-0. Si on avait une logique aujourd'hui de la fédération, il n'aurait même pas pu combattre à l'UFC. Donc c'est pour ça, c'est l'exemple parfait qui montre qu'à un moment donné, il faut savoir faire des exceptions. C'est déjà prévu chez les KT féminines, poids léger et poids lourd, parce qu'on sait que les KT, elles ne sont pas forcément hyper remplies. Et donc, du coup, c'est difficile de trouver des adversaires. Mais en tout cas, Cyril a la parfaite démonstration qu'on peut venir d'un sport autre que le MMA, comme le pied-point, être un expert en pied-point et réussir à convertir en MMA. Après, j'ai mis une réserve sur Cyril parce que je sais par nature que les KT féminines et les KT poids lourds sont quand même des exceptions dans le MMA. De mémoire, j'ai pas d'ascension aussi fulgurante dans les KT légères en 66, 70, 77. J'ai personne là qui me vient à l'idée. Et quand on a un profil comme vous, très polyvalent, qui vient du MMA, qui est puriste MMA, qu'est-ce qu'on se dit quand on a un adversaire avec un gros palmarès comme Nora ou comme Wilson? Est-ce qu'on se dit que c'est une force? Est-ce qu'on se dit, il y a peut-être des failles justement à exploiter? Qu'est-ce qu'on se dit quand on est en face? En réalité, dans le premier temps, forcément, on va prendre en considération ses armes. Mais très vite, quand on fait du MMA, on sait, et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec la boxe, que tu as beau être un Canelo en boxe anglaise, si demain je l'affrontais en MMA, je suis vraiment pas très inquiet. Dans le sens où il va pas retrouver ses marques, la taille des gants n'est pas la même. Le fait qu'il craigne la lutte va faire qu'il va boxer de manière différente. Donc voilà, en fait, il faut aussi comprendre quelle arme on a nous en tant que combattant MMA. Et je sais que pour un boxeur qui craint la lutte, on a vu ça des dizaines de fois à l'UFC, voire des centaines. Et ça peut annihiler complètement le style du combattant. Et en fait, les gens ne savent plus boxer. Et ça, on l'a vu plein de fois. On a même vu des lutteurs mettre KO des super strikers. Je pense à Chandler qui a mis KO Dan Hooker récemment à l'UFC. Pourquoi ? Parce que Dan Hooker, il craignait tellement la lutte de Chandler que Chandler l'a accueilli avec un cross venu de nulle part qui répond à aucune école du pied-point, quoi. Alors justement, quand on vient du striking, comme Nora Wilson, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dans sa préparation? Est-ce qu'il faut mettre en avant plutôt le travail du sol, plutôt le travail de lutte, de préhension? Qu'est-ce que vous recommanderiez, Michael et Mathieu? En fait, pour rebondir sur ce que disait Michael, des transfuges d'autres disciplines dans le MMA, il y en a toujours eu depuis le début, puisque de toute manière, au début, le MMA n'était pas une discipline en soi, c'était des transfuges de plusieurs disciplines qui se rencontraient. C'est devenu une discipline à part entière au fil des années. C'est vrai que, par exemple, les combattants qui venaient des sports de préhension, comme par exemple la lutte, ont en général plus de facilité d'adaptation pour imposer leur style. Parce que c'est plus compliqué, à mon avis, d'apprendre la lutte, d'apprendre à rester sur ses appuis quand on n'en a pas fait, que d'apprendre à mettre une frappe efficace quand on vient d'un sport de préhension. Mais après, l'exemple a montré que maintenant, il y a beaucoup de grands champions de pied-point qui ont réussi leur reconversion dans nos disciplines aussi, et qui arrivent aussi à s'imposer avec leur propre style. Mais je pense qu'ils sont quand même obligés de faire ce travail spécifique sur la lutte et le sol, et notamment sur la défense de lutte. C'est-à-dire que... De l'anti-jeu. Voilà, si vous ne savez pas défendre une amenée au sol, même si vous êtes très fort en boxe, ça va être très très compliqué de l'imposer, puisque vous allez vous faire mettre au sol tout de suite. Est-ce qu'il y a un combattant que vous aimeriez voir se reconvertir dans le MMA, en pied-point, un grand champion? Celui qu'on entend beaucoup parler et que j'ai hâte de voir en MMA, parce qu'il se dit prétendant à la ceinture de l'UFC, ouais. C'est Doomsday. Il dit être capable d'aller chercher la ceinture. J'ai hâte de le voir, parce que parfois il se compare un peu avec Adesanya en disant il vient aussi du... Mais sauf qu'Adesanya, à 19 ans, il avait déjà, je crois, 5 ou 6 combats de MMA, quoi. Enfin, il s'entraînait au sol depuis l'âge de 14 ans. Et la transition, elle n'est pas si facile, c'est ce que dit Mathieu, c'est qu'on boxe, on croit savoir boxer face à un boxeur, mais boxer face à quelqu'un qui veut nous amener au sol, c'est déjà plus pareil. Et tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que moi je conseillerais à des strikers purs qui se mettent au MMA? Évidemment, c'est de travailler un peu ses défenses et faire de l'anti-jeu, mais surtout beaucoup de déplacements. De gestion de l'espace? Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que dans le pied-point, les meilleurs actuellement, c'est quand même les kickers.
Ceux qui sont box taille pure, je pense qu'ils n'ont aucune chance en MMA. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Parce que la gestion de l'espace permet d'avoir des moyens défensifs et de gérer les attaques et de voir venir peut-être les lutteurs. Exactement. Et surtout, ils ont une mobilité du bassin qui permet et de contrer plus facilement en sprawl et surtout de pivoter. Et c'est-à-dire que dès lors qu'on pivote face à un lutteur qui avance en ligne, c'est quand même plus simple. Alors Nora Wilson, comment s'est passée votre transition? Est-ce que vous avez réussi à prendre du plaisir dans les univers qui ne vous étaient pas familiers? Au début, c'était un peu compliqué parce qu'après, le travail musculaire, c'est pas le même. Forcément, un peu, du coup, c'est compliqué. Mais avec le temps, en fait, ça revient. Et surtout que moi, j'ai fait avant du grappling, du JB, donc c'est venu facilement. D'accord. Donc ça a été dur au début, mais j'ai commencé depuis janvier, donc ça va. D'accord, oui. J'ai eu 6 mois quand même de bonne préparation, donc j'ai pris mes marques, donc c'est bon. Nora? Du coup, ça fait finalement maintenant 6 mois que j'ai rejoint la Free Fight Academy et qu'on est vraiment centré sur ça avec Mathieu. Avant ça, je m'étais entraîné un petit peu, notamment, c'était plus pour normalement la recherche de sparring en striking, mais j'avais testé avec des amis à la Snake Team, donc des combattants pro qui sont là-bas, et j'avais fait quelques cours dans notre club. C'était très compliqué au début, justement de faire un peu ça en dilettante. Non, l'adaptation elle est pas possible. En fait, si on fait pas ça en travail continu, limite jour après jour, c'est très compliqué de s'adapter. Mais là, du coup, finalement, le Covid et compagnie ont fait que, de mon côté, j'ai pas poursuivre mes entraînements en Muay Thai, donc j'ai dû me décider par la force des choses à mes entraînements MMA, et je pense que si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été peut-être plus compliqué. Maintenant, là où je peux émettre une réserve par rapport à ce qu'a dit Mickaël sur les combattants de Muay Thai qui n'ont aucune chance en MMA. Valentina Shevchenko. Ouais, voilà. Shevchenko, Johanna. Je suis pas complètement d'accord parce que, encore une fois, quand on pense combattant de Muay Thai, on pense à l'espèce de truc traditionnel à l'ancienne. Voilà, comme ça. Ouais. Mais moi, j'ai jamais combattu comme ça, par exemple. En fait, j'ai toujours été très aérienne, très en mouvement, ce qui avait le don d'énerver certains de mes coachs parce que justement, pour certains, j'allais dans tous les sens. Mais non, mais c'est ce qui fonctionnait, c'est ce qui me plaisait. Donc non, je pense que effectivement, l'adaptation, c'était plus au niveau, comme vous dites, des déplacements et les appuis. En fait, les appuis à changer et le centre de gravité, à faire évoluer. Et à quoi ça ressemble alors votre planning maintenant? Vous vous entraînez à quel rythme? Vous avez combien d'entraînements par jour ou par semaine? Comment vous diversifiez le planning? Moi, pratiquement, c'est ce que je fais tous les jours. Je m'entraîne à peu près entre 10 à 11 fois par semaine. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est beaucoup. Donc je divise avec la préparation physique, les entraînements de kickboxing, anglaise et puis MMA. Et surtout, en fait, je me suis focalisé sur la lutte et le grappling. Donc c'est là où j'avais des lacunes parce que je me suis arrêté pendant 5-6 ans. Donc c'est là où je devais avoir le plus de travail. Donc c'est là où j'ai vraiment focalisé le travail dessus. Et Nora? Moi, en fait, ma manière de faire, elle a beaucoup changé parce que j'ai commencé à me faire vraiment suivre dans un cadre professionnel, notamment au niveau de la préparation physique, où vraiment ça a changé ma vie parce que toute ma carrière, j'avais pas fait de musculation ou vraiment de travail spécifique à développer la musculation du combattant. Donc j'ai pu me faire suivre par le labo sur Paris, mon préparateur physique Steve Delaval, qui m'a été d'une grande aide, où j'ai vraiment vu l'évolution en fait au niveau du physique, mais aussi de ce que je pouvais donner à l'entraînement. Du coup, donc Wilson il évoquait plutôt par exemple la congestion qu'on peut avoir quand on est au sol et qu'on force et compagnie. C'était hyper compliqué au début, les premiers entraînements en MMA, et puis donc du coup ça a été facilité par ça. Donc ça a été de la préparation physique 3 fois par semaine, la FFA 3 à 4 fois par semaine, donc pour les entraînements de MMA, et je complétais avec du coup quand ça a réouvert effectivement avec des entraînements de Muay Thai ou avec les PAO, les pattes d'ours. Donc globalement c'était un peu tous les jours, en gérant l'effort. Et vous arrivez à travailler à côté ou pas? C'est mon travail, c'est pour ça. Moi, c'est mon travail. Du coup, j'ai tout quitté pour vraiment me consacrer à 100%. Donc, c'est pour ça que comment dire, je suis à 100% en fait, tout le temps, tous les jours. Donc, quand vous travaillez, vous donnez à 100%. C'est normal, vous faites ce que vous aimez. Donc, c'est ce que j'aime. Donc, j'ai tout quitté pour ça. Nora? Donc, voilà. J'aimerais répondre comme Wilson, que c'est mon travail, mais comment dirais-je, ça reste quand même précaire, notamment quand on démarre, et même quand le Muay Thai c'est pas reconnu comme sport de haut niveau par exemple. Donc même
si j'ai fait les sacrifices pour me donner à fond, pour faire que ça, là à l'heure actuelle, j'aimerais bien pouvoir trouver quelque chose qui puisse me permettre de composer avec un boulot, mais comme encore une fois c'est pas reconnu à haut niveau, on n'a pas de dispositif dans les entreprises comme la SNCF par exemple où tu vois on peut travailler et faire en sorte d'arranger avec son planning sportif. Donc du coup là j'ai passé mes diplômes et je suis éducatrice sportive pro. Donc je pense que je vais composer avec ça et m'éloigner peut-être du milieu de la communication d'où je viens. Quel est le secret, Michael, pour vivre des sports de combat? Bah, je l'ai pas trouvé. Non, mais c'est vrai. C'est gagner, être fort. J'ai jamais réussi à vivre des sports de combat. Même à l'UFC? Même à l'UFC, j'aurais pu en vivre en me contentant de très peu. Au final, après, c'est vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que ça reste très réduit. si vous êtes blessé, vous n'avez pas grand-chose. Les sponsors en France, c'est quelque chose de compliqué. J'étais dans une carrière où le MMA n'était pas légalisé en France. On savait que ça allait arriver à un moment donné, mais on ne savait pas vous dire si c'était dans 2, 3, 5, 10 ans. Donc non, j'ai jamais réussi. Moi, j'ai pas eu le talent en pied-point, parce qu'en pied-point, je pense qu'il y avait un peu plus cette capacité d'aller combattre plus souvent peut-être, et donc de récupérer peut-être un peu plus d'argent et d'avoir une visibilité plus importante. En MMA, en plus, on le sait, c'est plus comme la boxe anglaise. Quand on perd, on décode très vite. Quand on gagne, tout va bien. C'est compliqué. Non, j'ai jamais trouvé de secret. Même si les primes sont conséquentes, par exemple à l'UFC, une fois qu'on enlève la prime du manager, la prime des entraîneurs, les impôts, ouais, c'est et ça. qu'on fait la transition en euros, forcément. Je peux vous le dire. Une fois, la plus grosse somme que j'ai pris en MMA de toute ma carrière, c'était à l'UFC. J'avais pris 12 000 plus 12 000 dollars. Donc ça faisait 24 000 dollars. À la fin, sur mon compte en banque euro, j'ai eu 8 800 euros, un truc comme ça. 800 euros. Ah ouais. Voilà, faut se rendre compte de ce qu'on nous retire. Et il y avait 30% d'imposition. 10%. Mais alors l'imposition, c'est l'imposition américaine ou l'imposition française? Moi, c'était écossaise. Écossaise. J'ai payé en Écosse 30%. Mais directement, hein, c'était déduit directement. Donc sur 24 000 dollars, on vous retire 2004 x 3, ça fait 6 800, 7 200. Et en France, du coup, Non, en France, de toute manière, la loi, c'est simple, c'est quand vous êtes imposé dans un pays étranger, ils regardent en France combien vous auriez dû être imposé, et si en France, c'était supérieur, vous payez juste la différence. Okay. Donc là, je crois que j'avais dépassé le plafond. Alors justement, pour vivre des sports de combat, la question se pose, ne faut-il pas devenir influenceur? Parce qu'à l'époque, on cherchait des sponsors en tant que combattants. Aujourd'hui, ça relève du domaine de l'influence, ça a même du poids dans les négociations avec les organisateurs. On l'a vu avec Morgan Charrière, qui a gagné du poids dans les négociations pour son contrat. J'imagine, Mathieu, qu'on est sensible à ce genre de choses, à l'influence, à l'impact, à l'aura digitale. Alors, moi, depuis que je me suis lancé dans ce projet de promotion, du coup, avec mon associé Yann Lamotte, on travaille sur ces différents aspects. Et effectivement, même quand une agence de management vient nous vendre un combattant à l'heure actuelle, on vend le combattant par rapport à son expérience, par rapport à ses titres, mais par rapport à son nombre de followers sur YouTube et sur Instagram. Parce qu'aujourd'hui, c'est un impact économique pour une organisation. C'est un impact économique pour une organisation, et notamment pour le modèle du FFA Challenge qui est basé... il y aura bien sûr des organisations avec spectateurs, c'est prévu, mais on veut pouvoir se donner cette autonomie, surtout avec tout ce qu'on a connu, avec les périodes d'épidémie, les confinements, etc., cette autonomie d'être une entreprise rentable, d'abord avec le pay-per-view. Qui dit pay-per-view dit, en fait, plus un combattant a de personnes qui le suivent, bien sûr. On vise pas à la ménagère, plus il y a de chances que ces personnes se connectent, payent un abonnement. L'abonnement à Fight Nation, il est très peu élevé, il est vraiment accessible à tous. Et nous, on voudrait développer cette économie-là pour fidéliser une clientèle en proposant des combats régulièrement avec le FFA Challenge. Et donc, un combattant qui est suivi par une très forte communauté, forcément va être intéressant. Alors, on fait du sport, on ne veut pas juste un influenceur qui ne sait rien faire, mais si le combattant, il a fait ses preuves, qu'il est connu, qu'il est reconnu, qu'il a battu les bonnes personnes et qu'il a des followers, il a une forte communauté qui le suit et qui est susceptible de regarder des combats, forcément,
sa valeur va être beaucoup plus importante pour nous. Ouais, et moi je pense même, je pense que vaut mieux avoir en main event un YouTuber qui va vendre le combat et qui sera un combat moins beau que 2 experts qui vendent pas le combat. Si on prend la casquette du promoteur, aujourd'hui on cherche quand même à vendre un produit, hein, c'est le but, pour pérenniser son projet et voir plus loin. Et c'est en ça aussi que je trouve que c'était intéressant pour Mathieu. Je pense que ça a été stratégique et intéressant, c'était de faire venir des gens qui ont déjà une grosse fanbase sur leur parcours en pied-point et de les payer sur l'expérience MMA qui est quasi nulle parce que du coup tu les payes sur ce qu'ils valent en MMA, donc palmarès néant pour le moment, enfin néant ou débutant pour la plupart, avec pourtant toute l'expérience qui te ramène et toute la fanbase qui te ramène en pied-point. Donc ça aussi c'est intéressant et je pense que ça va dans le sens de ce que les gens recherchent aujourd'hui. C'est des gens qui sont suivis avant même d'avoir prouvé. Alors justement, il y en a un qui a tout compris ici, c'est Wilson. Wilson, tu es youtubeur. Oui, c'est bien ça voilà. Oui, youtubeur, mais maintenant moi, j'ai mis en stand-by, vu que je me suis... Tu as entendu Mathieu? Oui, j'ai entendu, bien sûr. Non, mais bien sûr, oui, je continue quand même, mais j'ai mis en stand-by parce que c'est pas facile. Hein. On pense que c'est facile, c'est du travail. C'est du travail, tout le temps filmer, dire des choses, des fois même cacher des choses qu'on ne veut pas montrer alors que c'est sa vie privée, on va dire, un peu. Et pourtant, c'est ce que les gens veulent en plus. Voilà, il faut pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas montrer, donc il faut faire vraiment très attention. Mais alors, quel a été ton positionnement sur YouTube pour exploser? Parce que tu as quand même une chaîne à plus de 60 000 abonnés, je crois. Oui, c'est ça. En fait, je fais surtout des vidéos de sport, de motivation. J'aime bien aussi, je vais sur Twitch, j'ai une chaîne sur Twitch aussi. Ah, Twitch, c'est le nouveau réseau qui cartonne, non? Non, ça existe depuis quelques années déjà et c'est très bien. C'est beaucoup visualisé. Donc, c'est là-bas qu'a explosé aussi Morgan Charrière. Oui. Ah, sur Twitch, c'est surtout. En fait, c'est grâce à un YouTuber qui était aussi sur Twitch, qui est dans les jeux vidéo. Twitch, c'est vraiment un truc de gamer de base. Oui. Et en fait, ils ont une communauté qui est hyper engagée. Soudée et super engagée, exactement. Et c'est comme ça qu'il a réussi à lancer un défi qui a marché et voilà. Sa notoriété. Moi aussi, je me suis mis dedans un peu sur Twitch. Sauf que ça aussi, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Donc du temps, de la patience. Et donc pour moi, c'est abdiquer un peu des jours d'entraînement, des heures d'entraînement. Donc moi, je voulais pas trop. Donc je me suis mis un peu à l'écart. Pour l'instant, en tout cas, j'ai jamais arrêté. Donc, Mais est-ce que tu arrives à monétiser ce que tu as produit sur YouTube? Oui, toutes mes chaînes sont monétisées. Donc, Alors, est-ce que tu ne peux pas éventuellement engager quelqu'un qui, lui, te filme de manière permanente à l'entraînement, justement, suit ton quotidien? Enfin, ce serait un peu un reality show Wilson Varela, quoi. Oui, justement, j'y ai pensé. Mais là, justement, pour l'instant, j'ai pas, on va dire, on va dire les critères qu'il faut. Il faut que je cherche la personne qu'il faut aussi, parce que trouver une personne qui est là, tu peux venir maintenant à midi à ma salle, c'est dur de trouver quelqu'un, et pour bien le payer, c'est compliqué, quoi. Pour l'instant, en tout cas, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Parce qu'en France, on dit vivre des sports de combat, c'est une chose, mais le problème, c'est qu'il faudrait en réalité créer un écosystème où ceux qui nous entourent en vivent aussi. Oui. Parce que sinon, on ne peut pas aller s'entraîner quand on veut. En vrai, si on est dispo H24 pour s'entraîner, mais que la plupart des gens peuvent s'entraîner que le soir, ça n'a pas grand intérêt au final. Alors justement, on t'a suivi un petit peu, Wilson, pour découvrir ta vie de youtubeur. On va regarder les images tout de suite. Du coup, le concept de la vidéo, c'est que pendant une semaine, on va faire des abdos. Moi et Walid, il n'aura pas le choix de toute façon. Je vais le réveiller à coup de batte. S'il ne se réveille pas, bang dans la tête. Et du coup, voilà, on va s'entraîner pendant une semaine, que des abdos, surtout les abdos. Et comme ça, vous allez voir que vraiment mes exos, ils vont marcher. Voilà les gars, les fesses par terre, les mains au sol. On va venir travailler les abdos Jouba. On va lever les jambes comme ça. Allez, on fait 20 fois. 6, 7, 8, 9, 10. Ça a un peu marché pour moi, donc si vous voulez, essayez-le chez vous. Mais là, je suis un peu gros. Vous voyez bien, je suis un peu gros. Walid, il a maigri au lieu de grossir. Il mange que des chocs à pic, machin et tout. Bon les gars, n'oubliez pas les gars, faites l'exercice. Envoyez des petites vidéos d'abdos. Envoyez des petits abdos. Et dites-moi si ça a bien marché avec vous ou pas. Mais faites-le jusqu'à la fin du confinement. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos avec moi.
Lorsqu'un réseau social explose, est-ce que ça se répercute sur les autres réseaux ? Oui. Oui. Surtout YouTube, en fait, c'est, on va dire, la chaîne primaire. Parce que nous tous, on va sur YouTube. Des fois, on propose des vidéos. Et quand on va sur une vidéo, peut-être, on va pas aimer. Mais à la fin, on a kiffé la vidéo. Du coup, on va s'abonner sur la personne. Ou même, on va sur son Instagram, son Twitter. Et sur ses réseaux sociaux, en fait, qui met en bas de sa page. Donc, c'est un réseau, en fait, qui diffuse tous les autres réseaux. Est-ce que, Nora, toi, tu es active sur les réseaux ou pas ? Je suis active sur Instagram principalement. C'est vrai que effectivement l'idée de créer une chaîne, enfin elle est créée, mais vraiment d'être active sur YouTube m'est passée par la tête il y a déjà depuis 2017 où j'avais vraiment une idée en tête. Justement en fait où c'était plus centré de pas forcément montrer le côté tout beau, tout cool et tout fantasmé de la vie de combattant, mais l'inverse aussi, d'autant plus miser aussi sur le fait que je sois une femme et que voilà. Mais comme il dit Wilson, c'est qu'il faut du temps, c'est qu'il faut des bonnes personnes, c'est qu'il faut quand même à minima un peu d'argent parce qu'il faut payer les gens et que c'est compliqué quand même. Voilà. Quel regard tu portes, toi, Michael, sur ces sportifs influenceurs maintenant ? On a l'impression que c'est eux qui ont vraiment les cartes en main pour pouvoir avancer dans le business. En fait, je vais avoir un regard critique parce que j'ai été combattant et je vois des combattants qui n'ont pas forcément la hype. Je ne vais pas dire qu'ils méritent d'avoir parce que tant mieux s'ils ont cette hype et c'est bien pour eux. Mais c'est vrai qu'en tant que combattant pur, d'un point de vue combattant, je serais toujours pour que le promoteur valorise la compétence du combattant. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, si je mets la casquette du promoteur, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut que les combattants apprennent aujourd'hui à ne pas être de simples combattants et de simples gars compétents dans le ring. Il faut qu'ils arrivent à vendre un peu une image, il faut qu'ils arrivent pas à créer une histoire, mais à raconter leur histoire. Il ne faut pas qu'ils s'inventent une vie, mais il faut juste qu'ils arrivent à trouver quelque chose dans leur histoire qui intéresse les gens, parce qu'on a tous quelque chose dans notre histoire chez quelqu'un qui va se reconnaître, etc. Et je pense que c'est à partir de là qu'on va créer un engouement. Donc voilà, en fonction de la casquette que je prends, je vais avoir un regard critique ou pas. Après, je pense que l'essentiel, c'est d'essayer de fidéliser, d'essayer et surtout de ne pas se mentir à soi-même et ni aux autres, tout simplement. Alors c'est ça, est-ce que c'est pas un peu biaisé parce qu'on va montrer ce qui va, ce qu'on aime bien, mais il y a des parties de soi qu'on n'aime pas montrer, qu'on n'aime pas exposer, donc on va pas les montrer. Est-ce que finalement c'est la réalité ? Est-ce qu'on voit ? C'est de la communication ni plus ni moins. Après, il y a une différence entre ne pas montrer et mentir aux gens aussi. Je pense qu'on est tous, on a tous des choses déjà soit qu'on veut garder pour nous parce qu'on considère que c'est trop intime, on ne veut pas le partager, d'autres choses peut-être qui nous dérangent chez nous ou qu'on n'a pas envie d'exposer, des faiblesses qu'on n'a pas envie d'exposer, etc. Donc ça peut se comprendre. Mais après, il ne faut pas non plus mentir aux gens, quoi. Ça fait un peu, sinon on va finir sur Instagram, on aura tous une belle voiture, une belle montre qu'on a empruntée à nos copains, etc. Enfin, voilà, c'est la seule chose c'est les travers auxquels faudrait pas tomber dedans, quoi. Alors justement, il y a sur cette fight card du FFA Challenge une jeune fille, une combattante qui utilise ses atouts charmes de femme pour développer son influence sur les réseaux. C'est Jennifer Thioro et on est parti à sa rencontre. J'ai un personnage dans la vie. Je suis très féminine, voilà, je suis très douce dans la vie. Mais après, le sport, c'est autre chose. MMA, les gens, quand on leur dit ça, moi, j'ai toujours les gens qui me regardent en me disant « Mais c'est pas possible, ils sont pleins de sang, ils se frappent dans une cage, c'est des bêtes, c'est des animaux. » C'est que les prisonniers qui font ça. J'en ai eu plein des clichés. Et moi, je me dis, non, je suis pas d'accord. Je suis une femme, je suis très féminine. Je fais très attention à mon image sur les réseaux. Moi, je joue quand même beaucoup sur un côté très glamour sur mes réseaux. C'est important puisqu'on est des sportifs et on est quand même des êtres humains. Il faut montrer aux gens, oui, c'est du sport. Ma vie, elle est quand même comme ça. Mais il faut que l'image concorde avec l'état d'esprit sportif. Et cette image-là, moi, j'adore. J'adore ce contraste. Et c'est pas du tout incompatible, au contraire. C'est important, les organisations, on sait très bien que l'UFC, si on a du monde sur les réseaux sociaux, ça leur apporte de l'argent. C'est un business, donc faut soigner son image et il faut faire vendre. Les sponsors, ils viendront pas nous chercher si on a 3 abonnés sur Instagram et qu'on a une image qui est pas vendeuse. J'ai reçu des messages, oui, mais tu es très Instagram, tu es une fille d'Instagram. Oui, on verra le 10 juillet, si je suis une fille d'Instagram. Parce que moi, attention, je mets beaucoup de photos de moi en mode glamour. Je mets pas trop mes sparring, tous les entraînements que je fais. J'ai pas besoin de montrer ça, mais ça se verra quand je serai dans la cage. Là, profite. Magnifique.
Je suis déshumanisée. Pour moi, c'est très animal quand on est dans une cage. Et je me dis, c'est elle ou moi. C'est du sport, je suis très fair-play. En dehors, on se tape les gants. Moi, je suis hyper fair-play à la pesée, je suis toujours souriante. Par contre, quand on est dans la cage, on est dans la cage. Il n'y a pas de fair-play. Avant, j'étais vraiment trop dans le c'est du sport, c'est fair-play. Si je perds, c'est pas grave. Là, je veux plus du tout être dans cette optique-là. Je m'entraîne trop dur, je fais trop de sacrifices tous les jours pour laisser la place à trop de non, mais ça va, c'est du sport. Non, c'est du sport, mais je suis là pour gagner. J'oriente toute ma vie en fonction des entraînements, le repos, la diète. Là, ça fait 2 mois que je fais un régime. Je peux pas sortir. Réouverture des restaurants, moi, j'ai même pas vu ce que c'était. Ma vie, elle tourne autour du sport. Tous mes proches le savent et respectent ça. Donc ça, c'est déjà très bien. Mais toute ma vie, elle est orientée en fonction de mes entraînements et de mes échéances surtout. Je sais au fond de moi que je vais y arriver. Il y a quelque chose, une petite voix, je sais pas, qui me dit que je vais arriver à faire quelque chose. Pour moi, c'est la meilleure sensation que j'ai connue dans ma vie. J'ai fait des sports extrêmes, j'ai sauté en parachute. C'est inégalable par rapport au fait quand on est dans une cage de MMA. J'ai ressenti ça quand j'étais au Brave en 2020. Et je me suis dit, je veux faire ça toutes les années qui me restent, je vais faire des combats. C'est exceptionnel la sensation. C'est beaucoup d'adrénaline. On se dit que c'est la concrétisation des mois de prépa qu'on a fait et de tous les efforts. C'est le moment où ça paye en fait. Et quand tu fermes la cage, c'est incroyable la sensation, vraiment. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas combattu. Donc là, c'est le retour après 1 an et demi de grosse préparation. Puisque le Brave, c'était quand même un gros combat. J'ai vu tous mes défauts, tout ce que j'avais à travailler. On a énormément travaillé depuis 1 an et demi. Et c'est mon premier combat en France, en MMA. Donc je suis très contente de combattre en France. Et surtout, je suis très contente de montrer un peu mon évolution. Justement. J'ai vraiment un style MMA et j'ai hâte de montrer ça. J'ai pas de pression. Moi, tout le monde peut m'attendre, je serai là, il n'y a pas de souci. J'y vais, mais je sais de quoi je suis capable et comment je me suis entraînée surtout. Nora, est-ce qu'on va te retrouver toi aussi en bikini? Comme elle a dit, c'est une image sur laquelle elle mise beaucoup. Après, c'est vrai que c'est marrant parce que j'en ai discuté avec elle justement parce que je suis très, comment dirais-je, un peu plus fermée sur la question? Pas fermé, mais je peux mettre de la réserve. Par exemple, je voulais intervenir, par exemple, quand vous parlez des youtubeurs, et c'est peut-être mieux de mettre en avant des gens qui ont peut-être moins d'expérience, mais du coup, forcément, ça rapportera plus d'argent de mettre en avant ces profils-là. Ce qui est cool, c'est que Jennifer, c'est une réelle combattante et qui a une belle génétique et physiquement, elle est très bien. Mais maintenant, quand on regarde à l'UFC, par exemple, je sais pas, il y a eu des nanas qui sont passées par là, qui effectivement étaient pas extraordinaires et qui sont rentrées grâce à leur image. Je veux dire, c'est aussi un problème. Je veux dire que des organisateurs regardent plus le physique par moment et si on présente bien que finalement les capacités pugilistiques et de combat généralement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toute une économie qui se développe autour du côté glamour. Messieurs, vous n'avez peut-être pas, ça ne vous a peut-être pas échappé, on a de plus en plus de combattantes MMA qui s'exposent. On a par exemple le cas de Paige Van Zandt qui a créé son OnlyFans. C'est un nouveau type de réseau social, mais un réseau social payant. Paige Van Zandt a déclaré qu'elle gagnait 3 fois, voire 4 fois plus d'argent qu'avec toutes ses primes du bare knuckle et de l'UFC réunies. Donc à un moment donné, la fille vous dit à moins de 30 ans qu'elle peut prendre sa retraite si elle le souhaite. Forcément, on peut imaginer que ça fasse tourner la tête de certaines jeunes filles. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? C'est dommage, il n'y a pas trop de mecs là-dedans. Hein. Non, mais un avis masculin, ça nous intéresse. Mais voilà, oui, moi, je voudrais peut-être, par rapport à Jennifer Triero qui combat sur notre événement aussi, Wilson aussi montre ses abdominaux. Donc finalement, il le fait de la même façon. En fait, moi je trouve, pour rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux mettre un YouTuber en main event, etc.
c'est un sport professionnel. Si c'est un sport amateur, que chacun a un boulot, fait ça en loisir, ou même il met du temps, mais que c'est pas la profession, bon, le youtubeur, il a pas de raison d'être à la limite, mais c'est un sport professionnel. Donc, comme Michael le disait, il a fait toute sa carrière, il n'a pas réussi à en vivre, et pourtant il a été à l'UFC. Si ces gens-là permettent à des combattants comme Michael de faire plus de combats, d'être mieux payés et de vivre de leur sport, moi je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Quand on a, et là on n'est pas dans le cas de Jennifer qui pour le coup est une vraie fighteuse, donc qui a déjà une grosse expérience en pied-point aussi, qui a beaucoup de victoires en pied-point et qui en plus travaille son image effectivement. Moi je pense qu'elle a misé sur ce côté glamour. Je pense que d'autres combattantes ou combattants peuvent choisir une autre façon de développer leur image. Mais comme disait Michael, il faut raconter une histoire, il faut que des gens s'intéressent à votre histoire. Ça fait partie du jeu. On est dans un sport professionnel, il faut générer des revenus. Si vous voulez qu'une organisation vous embauche, il faut que l'organisation, elle s'y retrouve. Finalement, il est entrepreneur, le combattant. Donc, quelque part, il doit miser sur sa communication pour faire la promotion de son business, c'est-à-dire lui-même. Et c'est un écosystème, c'est-à-dire que nous, on se lance dans l'organisation. J'ai connu pendant 25 ans des organisations de pancrace en France où les gens faisaient ça parce qu'ils étaient déjà dans le sport de combat, parce que ça donnait une vie au club, mais ça leur rapportait pas d'argent. Et donc les bourses des combattants étaient très maigres, mais parce qu'ils pouvaient pas faire autrement. Si grâce à des personnes, qui même ne sont pas des fighters à la base, mais qui sont très connus, qui ont une grosse communauté qui les suit, qui se lancent en sport de combat, et si ces personnes permettent de ramener beaucoup d'argent à un organisateur, cet argent va pouvoir être redistribué au niveau des différents fighters. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Il faut trouver un bon équilibre en fait. Mais je pense que le but c'est que les combattants de MMA en ce qui nous concerne puissent vivre de leur passion, puissent avoir des bourses qui leur permettent de vivre, que ce soit leur profession à temps plein. Et il faut cet équilibre aujourd'hui. Cet équilibre avec les réseaux sociaux aujourd'hui, pour moi, n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est une nouvelle façon de rentabiliser notre sport et de permettre aussi bien aux promoteurs qu'aux fighters de grandir. Michael, un regard peut-être sur la stratégie de Jennifer ? Bah ouais, c'est ce que je disais. Elle fait avec son histoire et elle fait avec ce qu'elle est. C'est une belle femme. Elle utilise ses atouts. C'est aussi peut-être même quelque chose de profond dans sa personnalité, tout simplement. Et elle vit peut-être ses deux passions, parce qu'elle est très fit girl et le côté MMA. Et en plus, on voit qu'entre les deux, entre la photo fit girl et la combattante qu'elle est, il y a un vrai grand écart, et c'est ça qui est intéressant chez elle. Et je pense que c'est pour ça que les gens vont la suivre et la supporter. C'est parce qu'ils vont trouver ça intéressant. Ils vont se dire c'est marrant d'avoir c'est presque une double personnalité, et en fait non. Est-ce qu'on ne devient pas prisonnier de cette image à terme aussi ? Elle a l'air d'être plutôt actrice, et elle a l'air d'encourager, et pour l'instant elle n'a pas l'air prisonnière de ça. Elle le sera plus tard si elle le fait à contre-cœur, mais là elle a l'air épanouie et dans sa vie d'instagrammeuse et dans sa vie de combattante. Après c'est la seule intimement qui le sera, mais oui ça peut être un risque qu'on l'enferme dans ce côté, qu'on dénigre son côté combattante, qu'on ne voit pas son côté compétence combattante, parce qu'on reste bloqué sur son image instagrammeuse. Et au final, c'est sûr qu'on va l'attendre au tournant. Beaucoup vont l'attendre au tournant en disant « Ouais, non, mais elle, c'est juste qu'ils l'ont pris que pour son physique. » Donc peut-être qu'elle aura 2 fois plus à faire sur le côté combattante, mais elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Et on le voit, ça peut avoir des répercussions importantes dans une carrière. Valérie Loureda, par exemple, pour son tout premier combat, rentre au Bellator. Donc premier combat, payé à équivalent avec l'UFC, premier combat pro, parce qu'elle est glam, parce qu'elle a eu un passé sportif dans le taekwondo, parce qu'elle s'est jouée de son image, et elle l'assume complètement. Finalement, doit être timide. Je pense que c'est une question de personnalité.
Ouais, de personnalité. Parce que tout le monde ne va pas être Valérie Loureda, tout le monde ne va pas être Jennifer, tout le monde ne va pas... C'est ça, c'est une question de génétique aussi. Je vois mal Valentina Shevchenko faire... Non, mais je c'est crois ça, qu'elle l'a fait aussi. Hein. Il y a personnalité et génétique, je pense. Moi, par exemple, il y a très peu de photos de moi torse nu parce que entre deux combats, il n'y a rien à montrer. C'est une catastrophe. Mais il est dur avec lui-même. Hein. Non, mais c'est vrai. Là, si j'enlève mon t-shirt, on va dire oh. Et alors, justement, transition toute trouvée, l'après-carrière, ça se passe comment? Bah, l'après-carrière, ça vous allez faire un tuto ensemble. Et alors, l'après-carrière, du coup, ça se passe bien ou... Non, ça se passe bien. Bah, je me suis fait blesser parce que j'ai consacré du temps justement à la préparation de combattants qui combattaient dans des orgas. Et ils m'ont blessé. D'accord, mais j'ai jamais eu de grosse blessure. Fit, là encore. Ah non, ouais, c'est gentil. Ouais, la balance, c'est pas ce qu'elle dit, mais ouais, c'est non, c'est pas du tout ce qu'elle dit. Mais après, comme je disais à Mathieu, on en parlait un peu en coulisses. Il me reste 1 ou 2 combats à faire en France. Donc c'est pas totalement fini. Non, c'est pas. Mais je l'ai dit. Je l'avais dit que mon dernier combat sera en France et j'attendais de dire au revoir à mon public. Mais un jubilé ou un vrai combat? Non, je prendrai toujours un vrai combat. Là, j'ai vu certains combats, je ne vais pas citer de nom, mais certains retours de combattants, en plus des grands combattants français, compris des gars, je vois même pas l'intérêt de faire ça. Vraiment, sincèrement, je vois pas l'intérêt, parce que moi, ce qui m'anime dans le MMA, vraiment, c'est ça, c'est cette adrénaline, c'est l'incertitude, c'est le stress, c'est l'envie d'y aller, l'envie de se prouver à soi-même qu'on peut encore faire quelque chose. C'est la préparation qui est frustrante, qui nous conditionne pour le combat. Donc si, en fait, c'est tout ce condensé qui va faire qu'on va faire une belle presta le jour J. Si vous arrivez, vous préparez votre combat en dilettante en vous disant le combat il va être facile, que vous n'êtes pas au régime, que vous engendrez aucune réelle frustration, comment voulez-vous le jour J être dans une optique de performer et de faire un réel spectacle? C'est ce que je disais et je le dis toujours. Sur l'ensemble de ma carrière, j'ai pu avoir des combats plus faciles que d'autres, ça c'est une évidence. Mais sur l'ensemble de ma carrière, je me suis jamais menti à moi et j'ai jamais menti à personne. Je me suis jamais inventé une vie. J'ai affronté des gars durs dans leur pays. J'ai fait l'ensemble de ma carrière en dehors de la France et je vais pas finir ma carrière sur ce que je ne suis pas ou ce que j'ai jamais voulu être. C'est dur de dire au revoir à la cage? Ouais, franchement, c'est dur, mais pas à la cage. C'est à la sensation que la cage procure. C'est ce que je disais. Pour moi, ce qu'il y a de plus beau dans le combat, c'est ce vestiaire-là, une demi-heure avant d'être appelé. Vous savez que ça va bientôt être à votre tour, l'adrénaline elle monte, l'incertitude, vous savez que rien n'est joué, que tout est à faire, que même si vous avez une préparation de fou, c'est un instant T qu'il faut être précis, pas 2 minutes après, pas 2 minutes avant, c'est vraiment cet instant T. Et en fait, cette émotion, elle est tellement grande, j'ai jamais réussi à la retrouver moi ailleurs. Cette adrénaline, cette chose, c'est indescriptible, c'est vraiment un mélange de plusieurs sensations. Et ça, ouais, c'est dur. C'est dur de se dire que peut-être que je le revivrai jamais. Et du coup, il va falloir chercher peut-être des activités qui procurent ça par soit procuration ou soit qui me font vibrer de la même manière mais différemment. Se réinventer donc, Mathieu, vous l'avez vécu ça? En fait, on a tous vécu ça, je pense. Le moment précis où on arrête, qui est toujours très difficile à vivre parce que à la fois on a une baisse de motivation parce qu'on a fait le tour, parce qu'on a envie d'essayer d'autres choses. Mais en même temps, toute la construction, toute notre personnalité, toute notre construction, elle s'est faite là-dedans. Donc, il faut réussir à trouver les dérivatifs par la suite. Et il y a toujours cette période un peu compliquée où on tourne encore à l'entraînement avec les petits jeunes, puis on se dit je réussis toujours à en battre quand même, donc je peux encore, etc. Puis en même temps il y a les blessures qui s'accumulent, on a mal partout, etc., etc. Mais je pense que c'est la motivation qui est le facteur le plus important. Moi je sais que sur la fin j'en avais marre à un moment, j'avais une vie de famille en même temps, j'avais des enfants que j'ai eu jeunes, que j'ai essayé de partager mon temps et j'avais l'impression de ne pas arriver à les voir grandir parce que j'étais trop focalisé sur la carrière et sur les combats. C'était une autre époque qui n'a rien à voir avec maintenant, il y avait beaucoup moins de combats, c'était pas du tout la même chose, mais il y a un moment où je me suis dit non, là ça y est, tu as eu la lucidité pour te dire. J'avais plus la même envie, mais je suis resté 1 an sans combattre, puis finalement il y avait cette question de l'adrénaline. Si on a choisi ce domaine-là, c'est parce que ce besoin d'adrénaline, on l'a en nous. Et on pourra jamais avoir une vie de bureau type, en fait. C'est-à-dire que j'ai pu essayer, mais il y a un moment où tu sens que ça tourne dans ta tête et où en fait on n'est pas à notre place, quoi. Donc il faut trouver le moyen de réutiliser cette énergie
qu'on a en nous et trouver d'autres façons pour trouver cette même adrénaline. Moi, aujourd'hui, je le fais avec l'organisation, ça se passe plutôt bien. Voilà. Finalement, j'ai l'impression que le combat génère donc de l'adrénaline, de la sérotonine, bref, tout un tas d'hormones. Est-ce qu'on n'est pas drogué finalement aux hormones, à ces hormones du bonheur? Ah mais si, je pense que si. Hein. Parce que n'importe quel... De manière très très léger, quoi. Je pense que vraiment, oui. Je pense que n'importe quel combattant le vit. Si on n'a pas nos doses, en fait, on déprime. Donc, il faut trouver quelque chose qui soit une stimulation assez forte. Et ça, ça serait le rôle des fédérations sportives de préparer les sportifs, de les aider à se réorienter, à utiliser l'expérience acquise pour transférer. Mais bon, on en est encore loin en France, quoi. Je ne sais pas si d'ailleurs dans d'autres pays ça se fait mieux. Non, je ne suis pas sûr que ça se fasse même aux États-Unis. Hein. Voilà, donc je pense qu'en fait, il faut compter que sur soi-même. Oui, c'est ce qu'on a fait dans la carrière sportive. Mais il faut surtout se trouver des objectifs et se remotiver en permanence, en fait. Wilson, Nora, vous pensez parfois à l'après-carrière ou pas? Non, pas encore, hein, trop tôt. Mais est-ce qu'il vous arrive d'y réfléchir? Je mets de côté pour l'instant. Ouais. J'ai pas envie de penser. Vous n'êtes pas encore dans la construction de l'après. Quel âge vous avez tous les deux? J'ai 25. 25 ans, Voilà, il a le temps. Et toi, Nora? Il a le temps. Moi, j'ai 31 ans. Ouais. Donc, ouais, j'y pense. Quelque chose qui m'a fait stresser à plusieurs reprises, notamment à l'approche des 30 ans où on me disait non, mais c'est bon, t'as 30 ans, passe à autre chose et compagnie, machin. Ouais, mais non, en fait, c'est exactement ce que Mathieu se dit. Deux choses. C'est la première, c'est qu'on a besoin de notre dose. Et concrètement, la comparaison que t'as fait avec, ouais, on est drogué à ça et on a besoin de le retrouver. Et pareil, quoi, se mettre derrière un bureau, avoir la vie de bureau, non, ça va pas être possible. Donc, faut que, ouais, je réfléchisse à ce qui se passe derrière. J'ai mon bagage scolaire et voilà, le boulot que j'ai commencé dans un milieu et que je vais pouvoir adapter, je l'espère. Donc, ce serait plus en mode entrepreneuse qu'en société. Et en même temps, 30-31 ans, c'est finalement un bon âge. Enfin, je veux dire, c'est un âge de maturité dans le MMA. C'est pour ça que j'ai décompressé à ce niveau. Quoi. Merci le MMA. Oni qui se cogne encore à 38 piges, je veux dire, à l'UFC. Je veux dire, non pas que je veuille y être encore à 38 ans, parce que j'ai aussi des désirs de vie de famille et compagnie, mais où je me dis, les choses, elles se feront et peu importe, en fait, c'est la performance qui compte et tant que je me sens de le faire et que c'est ce qui me plaît, il n'y a pas de barrière à se mettre, en fait. C'est que du conditionnement de la société, encore une fois. Michael, quand faut-il s'arrêter finalement? Quand on le décide? C'est comme Mathieu le disait, il y a la motivation. Moi, je sais que sur mon dernier combat, c'était un short notice, les conditions n'étaient pas réunies pour accepter. Je l'ai accepté pour le défi parce que j'y croyais. Il y avait vraiment une carte à jouer. Il y avait un contexte. Le contexte sur la performance, on savait qu'il allait être compliqué pour que je sorte une belle performance. Le contexte de si on gagnait, ce qui se passait derrière, c'était très beau. On a pris le risque. Mais ça a été 5 semaines tellement dures sur le régime et la prépa physique qu'à un moment donné, même pendant que je cutais et tout, je me disais mais je suis même pas capable de pouvoir le refaire, cet effort. Et à un moment donné, si c'est pour combattre et être moins bon que ce qu'on a été, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Et je pense que quand j'ai accepté un combat, c'est toujours parce que j'ai eu le sentiment que j'allais être meilleur, toujours pour aller chercher de la performance plus haute, etc. Et c'est aussi difficile de se dire qu'à un moment donné, que peut-être on a atteint un plafond, que peut-être on n'ira pas plus haut, et de se dire bon voilà. Et ça, c'est archi difficile de se l'avouer à soi-même. Et c'est aussi courageux de se l'avouer parce que sinon on va au devant peut-être même de dépression et de problèmes pour sa santé parce qu'on va vouloir continuer, on va perdre, on va se dire non, je peux pas finir sur ça, on va continuer. Ça peut vite devenir une spirale infernale. On le voit, il y a des reportages d'ailleurs sur certains combattants qui ont fait des vraies dépressions et on le voit sur le Sherdog de pas mal de combattants. Là, je faisais des posts sur ça sur Facebook de 4-5 combattants qui ont été hyper connus à l'UFC, qui ont pris un vilain KO et derrière ça a été la descente aux enfers. Meilleur dernier exemple, c'est Weidman, qui a failli se faire couper la jambe parce que son opération s'est infectée. Non, mais c'est un truc de fou. Le mec était champion, il a battu Anderson Silva. Ne regardez pas cette émission le matin. À 2 reprises. À 2 reprises. Derrière, il la défend à 2 reprises aussi. Il prend un vilain KO face à Rockhold. Et derrière, descente aux enfers. Et là, il se casse la jambe sur la même blessure d'Anderson Silva. Et là, c'est vraiment la descente aux enfers. Donc ça va que lui, il a bien gagné sa vie. Et du coup, j'espère qu'il a réussi à
à bien gérer son argent. Mais en fait, on voit qu'il y a vraiment le cercle vertueux et le cercle vicieux, et il n'y a aucune institution entre les deux pour gérer les combattants. Et c'est ça qui est compliqué. Après, c'est peut-être aussi la capacité du combattant à pouvoir se réinventer, tout comme à s'adapter. Finalement, dans la cage, on doit s'adapter constamment, chaque instant à l'adversaire. Finalement, on est aussi dans... C'est un peu une métaphore de la vie. On doit s'adapter à des changements, à des situations. Et c'est ceux qui arrivent le mieux à manager ça qui s'en sortent le mieux, je crois. Ouais, et c'est pour ça qu'on dit dans la vie des gens qui sont combatifs, qu'on leur dit, ouais, t'es un warrior, parce qu'effectivement, ça prend tout son sens. Et le combattant, il n'est pas footballeur, il n'est pas basketteur. Le combattant, il est tout seul à chaque instant. Et surtout, c'est ce que je dis, dans le foot, on prend une défaite. Déjà, la défaite est collective. Et la défaite n'engendre pas non plus une grosse catastrophe. Quand vous êtes combattant et que vous êtes au haut niveau, ou même en ascension pour aller à l'UFC, etc., des fois, c'est des 2 ans. Une défaite, c'est 2 ans dans sa vie de carrière. C'est-à-dire que 2 ans, il faut réenclencher du verre, il faut aller rechercher, etc. Donc, non, compliqué. Franchement, c'est compliqué. Alors justement, en parlant de grandes organisations, le mot de la fin avec Nora et Wilson, quelles sont vos ambitions en MMA pour les prochaines années à venir? C'est pareil, intégrer l'UFC, bien sûr. Et comment tu vois les choses? Tu as une manière de visualiser un petit peu ta carrière? Quel serait le scénario idéal? Déjà faire environ 5 combats en MMA, gagner avec brio, bien sûr. Comme ça, ils pourront me détecter plus facilement. J'ai signé chez MMA Factory, donc ça sera un peu plus facilement pour moi, je pense. Donc merci beaucoup déjà pour Fernando Lopez. Et du coup, je pense que dans quelques années, si je fais le travail correctement, je pourrais y aller. Je pense que j'ai les armes pour. Je suis un gros bosseur, donc je pourrais y aller. C'est pas pour Non, mais en tout cas, à 25 ans, on peut se dire que tu as le potentiel, tu as le temps de le développer. J'ai le temps, donc moi, je suis jeune, donc j'ai le temps, j'ai largement le temps. Très bien. Et toi, Nora, comment tu vois les choses pour la suite? Moi, du coup, MMA, Fresh Start et tout nouvel environnement autour de moi en termes de coach, et dont Mathieu est la pierre angulaire. Donc, je mets toute ma confiance en lui pour la gestion de mon plan de carrière. On a des ambitions et on compte bien y parvenir parce qu'on est tous les deux hyper motivés. Donc, bien sûr, l'apothéose, ce serait de rejoindre une grosse organisation. Je fantasme pas forcément sur l'UFC, c'est bien. Si One Championship pouvait ouvrir de nouvelles catégories de poids pour les femmes, ce serait génial aussi. Mais le Bellator aussi, qui est pluridisciplinaire, ils font kickboxing et MMA. Exactement, ça pourrait te correspondre un petit peu. Aussi, exactement. Donc voilà. Alors après, par contre, il va falloir faire un petit weight cut. Bon. Non, mais de toute façon, l'objectif. Tu vas devoir y passer, Nora. Non, l'objectif, c'est de retourner à 61 dans tous les cas, et c'est ce que je vais faire. Et c'est dans cette catégorie de poids que je vais évoluer. Et puis après, bien sûr, ce sera en fonction des opportunités, qu'il y aura des sacrifices à faire ou non, en fonction de ce qui est proposé et du respect proposé par les organisations aussi, parce que c'est hyper important. Je veux dire, ça va pas que dans un sens, quoi. Voilà. Eh bien, en tout cas, on a hâte de vous découvrir dans l'Octogone. Ce sera donc au FFA Challenge 2e édition. Ce sera samedi 10 juillet. Merci Mathieu, merci Wilson, merci Nora, merci Michael. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Et puis, on se retrouve très vite, mais cette fois-ci dans la cage. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Fight Nation, la seule plateforme de streaming entièrement dédiée au sport de combat. Bye bye.